Bonsoir à toutes et à tous. Chronique numéro 45. Dans cette chronique qui va s'inscrire en trois volets, je vais faire le premier volet qui sera le cycle français, le second le cycle allemand, et pour terminer, bien entendu, le cycle russe. Alors, je dirais pourquoi trois cycles? Quels sont finalement au fond leurs liens? Ben, ma foi, le lien, c'est Lénine. Lénine a effectivement porté une analyse intéressante. Alors c'est pour ça que j'intitule Lénine, premier siècle après ringard ou visionnaire, où Lénine a apporté une certaine conception, effectivement, de la modernité, euh, en continuant le message du cycle français, en l'occurrence de 1789, continuateur également du cycle allemand, pour ce qu'il en est de la sociologie socialiste allemande, et pour finir par sa révolution bolchevique en Russie, qui allait devenir l'Union des républiques socialistes soviétiques, et qui encore aujourd'hui est sujet à beaucoup d'études dans les universités, particulièrement l'université de Moscou. Cependant, je voudrais préciser que ces trois cycles sont indissociables. Donc effectivement, je vais commencer par le cycle français. J'illustre cela avec Lénine sur fond de drapeau français. Alors effectivement, en France, se sont rencontrés précocement deux événements nécessaires. Mais point suffisant, comme nous allons le voir, à l'émergence de l'idéologie, la fameuse naissance de la science moderne et de la crise de la religion. Alors la science obtient la certitude et le fait reconnaître, je dirais, à tout homme raisonnable, mais à l'intérieur d'un champ qui n'est plus celui du savoir traditionnel. Être savant signifiait depuis Platon s'élever de l'apparence à la réalité. Réalité du phénomène, ce qu'on pourrait traduire dans certains, je dirais, dans certains cas d'école, la phénoménologie, et à la chose finalement de soi. Mais la science nouvelle déclare vaine la recherche des idées et des essences. Ce n'est pas dans cette direction que s'obtient, je dirais, la certitude, mais au contraire dans le monde de l'apparence et du changement, et dans les phénomènes mis en rapport entre eux par des lois. Et il n'y a pas d'autre science que la recherche des lois, finalement. La nature n'appelle pas la métaphysique. La science est autonome, boucle sur elle-même, elle n'introduit plus aux choses divines. Au contraire, par une profonde conversion de l'esprit, elle se tourne vers l'univers matériel et valorise un type de connaissance que la tradition issue de Platon avait placé au rang inférieur. Et ça, c'est un élément fondamental pour bien comprendre, je dirais, les travers et finalement les déviations de cette société moderne. Alors pour faire un peu d'histoire, c'est ainsi que dès 1630, sur la base étroite mais suffisante de la première grande loi scientifique, prouvée, reconnue, la loi d'inertie, s'installe ce qu'on peut, je dirais, déjà appeler euh, le positivisme moderne, oui, ce qu'on pourrait déterminer par le positivisme moderne. Alors, il n'est encore admis que par une partie du milieu scientifique de l'Europe occidentale. Hobbes, Mersenne, Gassendi, Huygens. Ce n'est pas un scientisme, il faut bien faire cette différence. Au contraire, c'est une rigoureuse circonscription de la science à l'objet, où elle obtient, je dirais, la certitude, le phénomène, le réel inévitablement existe, mais il n'est pas l'affaire du savant qui se contente d'organiser les apparences par un système de lois. L'en soi étant ce qu'il voudra, la science positive ne nous garantit pas la conformité du phénomène à l'objet réel. Tant pis si effectivement le phénomène suffit à intéresser le vrai savant, peut-être chrétien ou pas, ou juif, musulman, ou athée, ou agnostique, euh, il ne l'est pas parce que savant. La science nouvelle a, je dirais, a levé une lourde hypothèse qui, depuis, je dirais, le bas Moyen Âge, pesait sur la vie de l'esprit.
La magie, l'occultisme ont été pour longtemps discrédités. Le pouvoir des mots, des images, des pierres précieuses, des astres, des sorciers a été durablement inversé, et même, je dirais, pour oser cette expression, modifiée, voire même renversée. La sorcellerie ne faisant plus peur, on cesse de brûler les sorcières, la cause d'un phénomène n'est plus qu'une puissance occulte, en un en soi métaphysique qui l'engendre, mais un autre phénomène lié à lui par rapport, je dirais, constant, ce qu'on pourrait déterminer, comme disait Descartes, causa sive ratio. Et ainsi est ruiné ce déterminisme absolu de la pensée magique qui englobe dans un même système l'homme et les choses. Le fameux déterminisme scientifique est partiel, ça ne l'oublions pas, il libère l'homme du déterminisme total primitif. De ce fait, la gnose est une machine pseudo-déterministe et qui, par voie de conséquence, est entraînée dans la ruine, du moins dans l'Occident européen. Alors le champ intellectuel ainsi nettoyé, l'âge classique, fut un grand siècle, hein, il faut être honnête, un grand siècle de philosophie et de religion, qui a eu son importance et son incontournabilité, mais le ciel et la terre ont été déréalisés par la nouvelle objectivité de la science quantitative. Les réalités du monde, qui n'est pas le monde en soi, soyons clairs là-dessus, mais le monde pour la pensée, et qui, bien entendu, comme tel, ne peut suffire, voilà ce que provoque finalement, au fond, euh, la pensée de Descartes, par exemple. Et ce monde est intelligible, parce qu'il est l'œuvre de l'esprit et qui est aussi l'auteur de notre raison, désormais. Alors Descartes intervertit l'ordre traditionnel, la métaphysique, n'est pas au terme de la science, mais son principe. La nuance est de taille. Phénomène et chose en soi sont distingués, mais Dieu, retrouvé depuis la considération de la pensée, garantit la conformité de l'un et de l'autre. L'athée, dit-il, n'est certain de rien. Fort de cette certitude métaphysique, Descartes entreprit alors de reconstruire, selon l'idéal, sinon selon la méthode d'Aristote, je dirais, une physique des principes. Alors c'était prendre des risques, hein, il faut être honnête. Nous sommes toujours dans ce qu'on appelle l'aspect spéculatif. Et c'était prendre des risques pour la science elle-même. Gassendi, Hobbes, qui sont des empiristes, comme la plupart des savants du siècle passé, s'inquiètent des généralisations a priori de la physique cartésienne. Le XVIIIe siècle la condamnera de toute manière, mais Descartes n'a jamais eu l'ambition du savoir total, ce qui est quand même une nuance. Il n'admet pas que la pensée de l'homme puisse coïncider avec le logos divin, physique ou métaphysique, demeure pour lui séparée. Pascal, par exemple, accepte la dualité, la nature humaine, selon lui, est inexplicable sans l'irrationnelle chrétienne. Celle-ci est l'hypothèse qui sauve le phénomène, en l'espèce, l'homme tel qu'il s'offre à tous les yeux. Le pont fragile est donc ce raisonnement de type scientifique qui appelle une théologie, mais n'empiète pas sur elle. Descartes et Pascal rendent à chacun son dû, à Dieu et à César, à la physique et à la métaphysique. Équilibre nullement évident, puisque ils ont aussi été interprétés de manière toute contraire et poussés l'un vers le scientisme ou le phénoménisme métaphysique et l'autre vers le fidéisme, mais cet équilibre ne pouvait être soutenu que par un équilibre religieux. Or, celui-ci n'est pas non plus très solide, il faut être honnête, puisque sujet toujours à des interprétations et des évolutions sans cesse, donc connaissant exactement la même problématique. Alors les controverses de la Réforme, le scandale des guerres de religion, avaient dès le XVIe siècle amené les bons esprits à prendre leur distance, voire même, je dirais, sans pour autant choquer, amener, je dirais, certains à
perdre confiance dans l'idée même d'une vérité dogmatique garantie par l'autorité de l'Église de l'époque. Beaucoup, à l'instar de Montaigne par exemple, aspirent à se décharger des questions controversées, peut-être insolubles même, je dirais hermétiquement insolubles. Alors, bien entendu, ils sont chrétiens, mais en retrait, ils souhaitent un savoir certain, mais à hauteur d'homme. La science nouvelle répond dans une certaine mesure à cette aspiration. D'un Averroès également, qui a compris ce que pouvait être, je dirais, la gnose et le phénomène de la sociologie et de l'interprétation. Penseur, s'il en est, amplement également persécuté de son époque par ses pairs. Donc il faut savoir qu'également, en même temps, cela contribue à un repli sur l'intérieur et au triomphe de la subjectivité. Le monde qu'offre la science n'a plus d'autre présent que celle du rex extensa, inhabité de ce monde, dit Pascal, et l'homme, ou plus exactement le sujet, devient seul en être la référence auquel le monde peut être situé, compris, voire même utilisé. Alors il y a une sorte de convenance, je dirais, entre la constitution de l'homme comme sujet de la science et le subjectivisme religieux qui, en pays catholique comme en pays musulman, s'appuie dogmatiquement sur, je dirais, un argumentaire, euh, qu'il soit, je dirais, basé sur certains penseurs, aussi bien chrétiens que des penseurs, je dirais, musulmans, dont la doxa ou la praxie a été souvent exagérée. En milieu français, par exemple, la réforme catholique, même au sommet de son élan, a déjà perdu le bien-être et la joie de vivre baroque. Des églises nues, des visages moroses, des mœurs austères, voilà les exemples qui sont proposés à une cour encore galante et à une noblesse encore ardente. Le ton janséniste s'impose, inévitablement. L'intuition jésuite touchant la liberté de l'homme ne parvient pas à se développer en métaphysique. La compagnie œuvre surtout sur le plan moral, mais elle, je dirais là, dans ce cas d'espèce, elle provoque des réactions rigoristes. La vie intellectuelle religieuse se bloque, se fige dans le cadre de la théologie morale où elle se débat dans les arguties sans issue. Elles auront surtout, je dirais, pour effet de réveiller l'esprit de controverse et l'esprit de, je dirais, de persécution. Mais dans toute l'Europe catholique ou protestante, on observe dès le milieu du siècle les mêmes langueurs, les mêmes crispations, la fois entre l'ère, je dirais, dans l'ère du soupçon, d'où le recours aux tests d'orthodoxie qui entraînent avec eux un cortège de nouvelles persécutions, un maintien des foules dans un certain obscurantisme, des tests, je dirais, prédestinariens d'Ordrecht pour les calvinistes, test de 5 propositions pour les catholiques français, test ubiquiste pour les luthériens allemands et même test du signe de croix à 3 doigts pour les orthodoxes de Russie. Alors cette recherche des preuves de foi peut être le signe de la surcompensation d'une secrète désaffection de la foi. Finalement, au fond, ces élans d'extrémisme ne serait-ce pas, je dirais, la fin d'une certaine conception de la religion. Alors, comment décrire du point de vue qui nous occupe cette crise de conscience européenne qui, selon, je dirais, un livre célèbre, s'installe dans les années 80 du XVIIIe siècle? C'est d'abord le reflux des hautes eaux religieuses, le siècle des saints s'achève en débandade spirituelle, le scrupule moral janséniste abandonne peu à peu le terrain théologique de la grâce efficace ou suffisante pour gérer le terreau, le terrain de l'autorité spirituelle, et bientôt temporel. Alors, le jansénisme se constitue en partie contre la hiérarchie ecclésiastique. Il se fait l'avocat d'une démocratie religieuse et revendique l'affranchissement de la conscience, bientôt de la raison, contre le pouvoir royal absolu. Il défend la liberté du citoyen,
Le scandale de la révocation achève de discréditer l'autorité ecclésiale, compromise, je dirais, avec une politique ressentie comme antichrétienne ou tout simplement inhumaine. La révocation marque un tournant décisif. À partir d'elle, l'opposition religieuse se redouble en opposition politique, en bloc. L'univers l'univers politico-religieux, pardon, est englobé dans le même refus. Finalement, au fond, si vous regardez bien, ça n'a pas tellement changé. On a aujourd'hui un Roland du religieux qui se crispe et qui réagit mal et qui, des fois, développe des sentiments un petit peu, je dirais, intégralistes, pour ne pas dire intégristes, puisque le mot est un peu fort et c'est un néologisme. Et finalement, au fond, à partir de ce principe-là, pour revenir à cette explication, euh, l'univers politico-religieux est englobé dans un même refus. Ce qu'on appelle en France la gauche n'est probablement, on va donner une date plus ou moins, je dirais, sujet à caution. Ce n'est qu'une interprétation personnelle. On peut établir la gauche de sa naissance à partir de 1685. Dans toute l'Europe, la pensée religieuse rejoint le vieux courant du libéralisme érasmien, très affaibli, soyons honnêtes, et qui s'était constitué souterrainement, tant en milieu catholique qu'en milieu protestant, sous le nom de sociniens, d'antitrinitariens, c'est-à-dire anti-trinitariens et unitariens, et qui forment la matrice, je dirais, du déisme des Lumières. Locke et Newton étaient unitariens. Bon, ils bénéficient, je dirais, du dégoût que finalement laisse la retombée des réformes. Ils bénéficient aussi d'avoir conservé le sens de la liberté chrétienne, facilement laïcisable, en tolérance. Dieu est rejeté du monde, père castré, postulat rationnel d'intelligibilité. Le premier, je dirais, horloger qui laisse à ses enfants le soin de la machine, finalement. Bon, ce n'est pas incompatible avec la religion, c'est toujours pareil. C'est Dieu, dans son omniscience et son omnipotence, laisse le libre arbitre à l'individu. Bon, c'est ensuite une porte ouverte au retour de la pensée gnostique, hein, traduit dans le monde arabe par l'irfan, c'est-à-dire par la notion de gnose, favorisée par la circonstance suivante de la vie religieuse, en l'absence d'une métaphysique convaincante, le lien entre l'homme et Dieu et le maintien de la tradition qui avait été assurée comme une certaine forme de vie mystique, réprimée dès la fin du XVIe siècle, et en Espagne, la mystique orthodoxe poursuit en France une existence surveillée. Alors la condamnation n'oublions pas, de Fénélon, lui porte un coup décisif. On se méfie de tout ce qui, dans la piété, n'est pas raison, conscience ou pensée. À mesure que les années passent, la mystique devient suspecte. Même certains la catégorisent comme étant sectaire et se teinte progressivement d'un dangereux ridicule, sorte de conception du bigotisme. On la réduit à des états psychologiques, mais cette destruction autoritaire de la mystique orthodoxe laisse le champ libre aux mysticiens hétérodoxes et aux illuminés, ou voire même aux illuminismes, avec lesquels on l'avait confondu. La postérité de Fénélon peuplera les réveils enthousiastes de l'Angleterre, le piétisme allemand, le vicaire savoyard pourra s'en réclamer, l'Écossais Ramsay, que Fénélon s'était réjoui d'avoir converti au catholicisme, finira sa carrière comme fondateur de la franc-maçonnerie française. L'ésotérisme du XVIIIe siècle n'est ni dogmatiquement ni mystiquement. La plupart des Européens qui pensent ne s'estiment plus liés par une certaine forme d'orthodoxie. Donc vous voyez que même la chose est ambiguë, parce que beaucoup de gens qui ont, je dirais, constitué des nouvelles conceptions de l'humanité ou de l'humanisme émanaient eux-mêmes de courants, je dirais, traditionnels et religieux. Alors sur ces entrefaits, il faut savoir que la science réalise un exploit cosmique, peut-être le plus grand de toute l'histoire de la science, n'est-ce pas? La découverte de la loi d'inertie avait suffi pour fonder la révolution mécaniste.
Cependant, et voici que Newton unifie d'un seul coup la mécanique terrestre et la mécanique céleste, et cela par un triomphe de la méthode phénoménale. Alors, il est très difficile de parvenir à déduire des phénomènes la raison de ces propriétés, de la gravité, et même d'imaginer des points d'hypothèse, ce qu'on peut appeler hypothèse non figo, car tout ce qui ne se déduit pas par des phénomènes est une hypothèse, et les hypothèses, soit métaphysiques, soit physiques, soit mécaniques, soit celles des qualités occultes, ne doivent pas être reçues dans la physique expérimentale, et il suffit finalement au fond que la gravité existe et qu'elle agisse selon des lois que, je dirais, bien connues et qui ont été exposées. Alors le triomphe de la science et la déchéance du religieux mettent fin à l'équilibre que le cartésianisme avait maintenu entre la métaphysique et la science, la théologie et la physique dans le mécanisme. Malebranche, par exemple, voit la forme même de la conduite divine, réalisant à partir de l'étendue et du mouvement, par une extrême simplicité des voies, toute la richesse de la création. Il est conduit à considérer que les vérités de la foi comme homogènes à celles du raisonnement scientifique. Les faits de la religion, des dogmes révélés sont, je dirais, des expériences en matière de théologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par le calcul infinitésimal de Leibniz, s'introduit dans l'entendement divin et devient capable de rendre compte du monde tel qu'il est. Le principe de la raison suffit à expliquer que les choses sont ainsi et non autrement. Et la combinatoire permet de comprendre l'ordre intime qui les relie. Leibniz montre que l'univers se suffit à lui-même et qu'une fois créé, il est autarcique. Mais il se conserve indéfinitivement. Et le divin architecte devient une hypothèse inutile. Tout au long du XVIIIe siècle, le monisme métaphysique de Spinoza est interprété comme un matérialisme athée, et ce fut ensuite l'interprétation des révolutionnaires russes et officiellement celle de l'idéologie soviétique. En somme, les métaphysiciens de la fin du siècle croient avoir résolu le problème de l'unité de la vérité que leurs prédécesseurs de l'époque classique s'étaient déclarés impuissants à rétablir. Il faut savoir que le discours physique, c'est-à-dire à l'époque mécanique, enveloppe et absorbe le discours métaphysique, ou plutôt la métaphysique croit pouvoir emprunter sans toujours avertir du changement d'ordre du discours physique. Ce rapport, le climat intellectuel, n'est pas sans ressemblance avec celui de la philosophie romantique allemande un siècle plus tard. Vous voyez pourquoi je vais faire 3 volets? Parce que l'un va influencer l'autre. Pourtant, il s'en faut que ce savoir unifié, même déchu du rang philosophique, engendre au niveau inférieur une idéologie pleinement développée. Ce que nous pouvons constater, nous voyons se dessiner au XVIIIe siècle, ce sont des matériaux pour une idéologie et aussi des types humains d'idéologues. Il manque encore quelque chose pour l'idéologie puisse prendre, et puis que finalement, au fond, d'une façon, je dirais, profane, qu'elle puisse prendre comme je dirais, comme le béton prend automatiquement. Bon, du côté, je dirais, de l'Angleterre, il n'y avait rien à attendre. C'est une des raisons pourquoi je ne ferai pas un volet sur l'Angleterre. Les Lumières, qui sont Whigs, je veux dire certes, mais depuis la Glorieuse Révolution, le consensus social n'est pas remis en question. La Révolution anglaise se sont déroulées dans des temps pré-idéologiques, au pire, dans la gauche de l'armée du New Model. A vu surgir un millénarisme chrétien comme le Moyen Âge, on avait été infesté par conséquent, profondément religieux et sans aucune prétention scientifique, les idées de droit et de liberté au pluriel, de propriété, ont été les idées, je dirais, force d'un mouvement visant à rétablir un état de justice momentanément dérangé plutôt qu'à refondre le corps social sur un modèle a priori tel que le droit, les libertés et la propriété en deviennent
superfétatoire, donc c'est une chose qui me semble tout à fait évidente. Bon, les Lumières anglaises confirment ces principes, leur pointe critique est plutôt dirigée contre le dogme chrétien, mais non pas contre l'Église établie, qui finalement se gendarme guerre contre le déisme rationaliste dominant, mais contre le reste du millénium religieux, c'est-à-dire bien entendu contre la proportion ou la proportion, je dirais, puritaine à trancher aux besoins, à opprimer au nombre, je dirais, et surtout au nom de la light everything. Les Lumières anglaises sont susceptibles et empiriques, et elles ont donné ce qu'on appelle, quand on parle de susceptibilité en matière de philosophie, elles ont donné un certain sens du scepticisme. Et effectivement, on peut considérer que ces histoires qui ont été, je dirais, non galvaudées, mais qui ont donné ce qu'on appelle ce principe, connu encore de nos jours dans des prestigieuses universités telles qu'Oxford, qui sont le principe du scepticisme et de l'empirique. Locke consacre par exemple une bonne partie de son essai sur l'entendement humain, à la critique du langage. C'est-à-dire, je dirais, à la critique des grands mots, tels que justement, qu'en usaient ceux qu'ils appelaient les enthousiastes, par exemple, qu'on pourra déterminer par ces questions tutoriales qui situent assez bien les Lumières anglaises. En bref, en ce pays, il n'y a corruption ni du religieux ni du scientifique, la ferveur est intacte, mais concentrée à la périphérie de la société dans les bonnes classes, où elle nourrit la piété et les revivals du dissent. Au centre et en haut, peu de théologie suffit, et elle est stabilisée par le conformisme. La science continue sur sa lancée selon la stricte méthode phénoménale, encore je dirais même radicalisée par Hume, sans être tenté de sortir de son domaine. La politique ne la convoque pas à son service. La société, je dirais même politique anglaise, est fière d'elle-même, idolâtrée de toute l'Europe, et dans cette période d'intenses novations sociales et économiques, elle se donne pour traditionnelle de la politique. Les Anglais attendent la tranquillité, la sécurité, au plus qu'elle concourt à la félicité d'un pays qui n'a jamais et ne s'est jamais autant amusé. Ils n'en attendent pas un salut, ils n'ont pas d'espoir en la matière. Par contre, en France, il en va effectivement différemment. D'emblée, les lumières dogmatiques, et elles dogmatisent, et contre un objet combiné je dirais, qui se présente comme une totalité indissociable, l'Église et l'ordre politique de l'Ancien Régime, de notre, je dirais, point de vue, en tant que Français. Trois thèmes doivent être examinés. Le thème ce qu'on appelle cosmologique, c'est-à-dire nature, le thème épistémologique, c'est-à-dire la raison, et enfin le thème politique. Dans l'esprit du XVIIe siècle, l'homme appuyé à Dieu faisait face à la nature, mais dans l'esprit, je dirais, pardon, dans l'esprit du XVIIe, l'homme s'appuyait sur Dieu et, je dirais, faisait face à la nature. Mais dans l'esprit du XVIIe siècle, il est inclus dans la nature qui devient la seule réalité, ce qu'on appelle la réalité principielle. On peut dès lors construire une science de l'homme sur le modèle de la science naturelle. Déjà Hobbes avait proposé une psychologie formée sur le modèle de la physique du choc, de l'excitation transmise mécaniquement par un organe du sens, naît le fantasme automatiquement, et du fantasme l'imagination, l'association des idées, la réflexion qui en est de même nature que la perception de la volonté qui se guide sur la mécanique du plaisir des plaisirs. La pensée est un instinct un peu plus compliqué que chez les animaux. La nature, je dirais, ou la nouvelle physique, coupait le lien thomiste de la nature à Dieu. La nouvelle anthropologie coupe le lien augustinien du corps humain à Dieu. Si la conscience n'est qu'un système réflexe, la morale peut s'orienter sur une science positive des mœurs, à la veille
par rapport à la vieille, je dirais, métaphysique, que l'âme se substitue une histoire naturelle de l'âme, une psychologie construite à partir de la sensation externe. Alors, je pense que ce fut à la gloire construite, je dirais, et n'ayons pas peur des mots, à la gloire de Locke, que Alembert loue, à tort, mais significativement, d'avoir réduit la métaphysique à ce qu'elle doit être en effet, la physique expérimentale de l'âme. Et j'insiste sur le mot expérimental. Et d'avoir commencé cette réduction, elle continue avec Hume, dont le traité de la nature humaine a pour sous-titre Essai pour introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux, sujet bien entendu cartésien, qui, à mon sens, est dissous. Alors il n'est plus qu'un bundle et de sensations, et un papillotement de présence inexplicable, et les opérations intellectuelles sont des sensations transformées, comme l'explique Condillac. L'ordre même de nos idées n'est qu'un reflet de l'ordre biologique dont nous faisons partie et qui se manifeste par le besoin, voire même l'intérêt, l'utilité et le désir de notre conservation, inévitablement. Et c'est ainsi que les idées renaissent par l'action même des besoins qui les ont d'abord produites. Elles forment, pour ainsi dire, je dirais, dans la mémoire des tourbillons qui se multiplient comme les besoins. Chaque besoin est un centre d'où le mouvement se communique jusqu'à la circonférence. Le même langage physiciste, tourbillon, révolution, attraction, s'applique sans dénivellation, sans précaution à la nature et à l'homme, bien entendu. Voici donc l'homme enfermé dans un face-à-face avec la nature, dont il est un cas particulier, sans rien à quoi il puisse s'appuyer, incapable de retrouver en lui-même l'explication de sa vie. Il va se tourner vers le dehors, et puisque le connaissant, il se connaît lui-même, vers ce tout dont il est une partie, il faut être honnête, cette nature a-t-elle finalement au fond, dans une réflexion que l'on puisse se poser, une question importante, cette nature a-t-elle un sens? Et c'est ici finalement que se présente à la croisée des chemins, nature, où on peut qualifier comme terme assez vague, lit-on par exemple dans Encyclopédie, dans la cour d'articles consacrés à la notion. En effet, dans l'esprit de la révolution scientifique, la nature a perdu son âme, son unité. Elle se dissout en phénomènes indépendants liés seulement par des lois mécaniques dont l'étude dépend de démarches distinctes de la pensée. Le tout, le topant divin des anciens, n'est, je dirais, plus que l'action de corps les uns sur les autres, conformément aux lois du mouvement. Le bonheur du savant consiste à ce qu'il y a toujours des choses à chercher, et à cet égard la nature est un réservoir inépuisable à trouver, mais non à s'épuiser dans la vaine recherche d'un système totalisant, et c'est ce que l'on reproche à la physique de Descartes, car pour ce qui en est de sa métaphysique, elle n'est pas non plus comprise. D'Alembert, par exemple, exprime bien que cette voie moyenne des Lumières, le principal mérite du physicien sera proprement dit, de, je dirais, de parler, d'avoir l'esprit de système, car il en faut pour construire une théorie, soyons nets, et de n'en faire jamais. Alors, la physique est donc uniquement bornée aux observations, aux calculs, à la médecine, à l'histoire du corps humain, de ses maladies et de leurs remèdes, histoire naturelle à la description détaillée des végétaux, des animaux, voire même des minéraux. En un mot, toutes les sciences renfermées dans les faits, autant qu'il leur est possible, et dans les conséquences qu'on peut déduire, n'accordent rien à l'opinion, quand elles, bien entendu, y sont forcées, voire contraintes. Alors, bien entendu, Voltaire également refuse même la notion de nature toute consistante. On ne m'a pas donné un nom, lui fait-il dire, qui ne me convient pas. On m'appelle nature et je suis tout art.
c'est du kantisme avant la lettre finalement au fond, si on regarde bien. Alors de ce fait, la raison est cantonnée dans les bornes du phénoménisme et renonce expressément à savoir, ouais, en totalité, le savoir total. Que ce soit Montesquieu, Voltaire, d'Alembert, en somme, les plus grands admettent que la sagesse en domaine intellectuel consiste à se contenter des vérités partielles et à supporter cette circoncision d'esprit qu'impose la science. Elles sont du moins, et ils le veulent, antidogmatiques, et c'est la note empirique, quelquefois sceptique, de notre, je dirais, XVIIIe siècle. Moins cyniquement vécu qu'en Angleterre et soutenu par un stoïcisme que le Candide de Voltaire a hérité des classiques, mais je voudrais préciser que d'autres, je dirais, vont plus loin hein, dans cette dynamique, hein. Ils ont, je dirais, sans doute un point commun. Euh, Premièrement, de n'avoir ni pratiqué ni compris l'esprit de la science newtonienne. Ils prennent, je dirais, la science et non la méthode, mais le résultat est, je dirais, le résultat est tout à fait. Euh, Ils en ont reçu finalement le résultat préparé, en le faisant sortir, je dirais, de son ordre, en lui donnant, mais sans s'en apercevoir, le statut, je dirais, d'une proposition dogmatique assortie d'une certitude, comment on pourrait qualifier ça, de type scientifique. Alors, par exemple, pour donner un ordre d'exemple, par exemple, chez Mislier, euh, la métrie, ce qu'on appelle la rex extensa de Descartes, est identifiée avec la matière et est devenue seule réalité, ce qu'on pourrait qualifier de proposition métaphysique clandestinement introduite. Alors, la matière redonne à la nature la consistance et l'unité dont la science véritable avait privé, et puis, soyons honnêtes là-dessus, n'ayons pas peur de l'avancer, dans ce que j'appelle dans tout l'univers, et qu'une substance, je dirais, diversement modifiée, euh, d'excite la maîtrise. Donc, tout naturellement, l'homme devient, comment on pourrait qualifier ça? L'homme devient, chez les cartésiens, dévoyé une sorte de machine, selon un modèle projeté sur, je dirais, la nature, et maintenant réintrojecté. Donc le corps humain est une machine qui monte elle-même ses ressorts, une forme, je dirais, une horloge, mais une immense horloge, et puis que dire de la pensée finalement? Enfin, comment essayer de traduire la pensée? Je crois que la pensée, si peu incomparable avec la matière organisée, qu'elle semble en être une propriété telle que l'électricité, la faculté motrice, l'impénétrabilité, l'étendue, pour le coup, sur ce point, c'est déjà l'idéologie soviétique, soyons honnêtes. Nous arrivons petit à petit aux idées de Lénine. Alors il s'ensuit que la totalité du réel, qui est la matière, est injustifiable, et même on pourrait dire que cela, dans son injustifiabilité, il y a justification de la connaissance scientifique. On ne sait pas tout déjà, mais tout peut en droit être su. Alors effectivement, certains se consolent et écrient encore, par exemple la maîtrise, de ne rien savoir de la façon dont la matière devient vie et pensée. Qu'on accorde finalement seulement que la matière organique renferme en soi un principe de mouvement grâce auquel elle se différencie et que toute la vie animale dépend de cette différence d'organisation. Et si j'ai la faune décimée par l'homme, cet animal doit de raison. Bon, il n'en reste plus qu'à trouver la loi newtonienne capable d'expliquer, d'épuiser l'univers. Toute une chaîne de philosophes secondaires s'évertue donc à chercher l'équivalent d'une gravitation universelle dans le domaine psychologique, physiologique, et que bientôt politique, de Morelli à Listoney, de Robinet à Lassalle, d'Azaï au comte de Saint-Simon. L'attraction réveille ainsi, sous un vernis pseudo-scientifique, les vieilles spéculations de réintroduction magique ou mystique sur l'univers 1 qui revivent, je dirais, dans un autre secteur de la pensée mystique illuministe et l'ésotérisme maçon. Mais cette extension du paradigme newtonien hors du domaine où il est légitime,
la physique va avoir des conséquences graves. En effet, au moment où la nature est privée de ce sens par la mécanique scientifique, il lui est demandé la règle des mœurs et de la vie en société. Alors, il lui est, je dirais, très difficile de faire usage assez sobre du concept, je dirais, de nature en cosmologie. Il est en fait une consommation démesurée en morale et en politique précisément parce que les sciences, soyons honnêtes, les sciences réelles ont planté quelques garde-fous en domaine physique, alors que le domaine moral et politique est grand ouvert aux extrapolations. Ce qui, à mon sens, est une évidence. Pardon. Alors, c'est sans doute le principal mérite de Sade, d'avoir rempli une case vide du tableau. Des significations normatives possibles de la nature, elle est pour lui le mal. Aussi, Juliette déclare-t-elle, ce n'est que par des forfaits que la nature se maintient et reconquiert les droits que lui enlève la vertu. Nous lui obéissons donc en nous livrant au mal. Notre résistance est le seul crime qu'elles ne doivent jamais nous pardonner. Ô mes amis, convainquons-nous de ces principes, dans leur exercice se trouve toute la source du bonheur de l'homme. Alors dans cette case, Sade est le seul et presque tout, le siècle est dans l'autre. Ô nature, s'écrie Diderot, tout ce qui est bien est renfermé dans ton dessein. Tu es la source féconde de toutes les vérités. Groet-Huyssen a bien décrit cette conscience, je dirais, d'être harmonie avec un tout, plein de sens et de beauté qui marque le siècle. C'est la vie dans la nature, avec la nature conçue comme normale et la bonne en soi, je dirais, à l'exclusion de toutes les autres. L'homme détermine par la nature, je dirais, menant la vie qu'elle lui indique, vivant d'une façon naturelle, réalisant dans son humanité quelque chose d'essentiel, de sensé et de beau, en donnant un sens. Toute chose s'incorpore de par la nature dans un tout plein de sens et tendue vers un but défini dont témoignent toutes ses parties. Mais si d'autre part on considère la vie des hommes, on voit qu'elle n'a rien de la légalité que l'on constate dans le ciel étoilé, dans les plantes, dans la nature même de l'homme. Cette vie n'est pas conforme à la nature, elle est contre nature, je dirais. Il y a donc une part dans l'univers, quelque chose de sensé, dont nous constatons l'existence, et que nous reconnaissons être autour de nous et en nous, et d'autre part qu'il y a quelque chose d'absurde et d'insensé, et finalement au fond c'est notre vie, la vie humaine, si on y regarde de plus près. Alors, sur ce point, il y a bien entendu des accords et des désaccords profonds entre Voltaire, Diderot, Rousseau, Buffon, tous les grands, bien entendu. Il s'agit de retrouver l'homme tel que la nature l'a formé, l'homme dont la légalité intérieure répond au but visé de la nature. Or, l'histoire, le développement de la vie sociale, et particulièrement les prêtres, et les superstitions ont jusqu'ici barré les hommes de leur destination naturelle. Ils ont des droits, certes, mais ces droits, je veux dire, de l'homme sont l'expression de dispositions, je dirais, téléologiques dont la nature a doué les hommes. La nature est rationnelle, ne l'oublions pas, la vie humaine ne l'est pas. Entre l'homme sorti des mains de la nature et la nature, il y a cet obstacle, la société, l'ordre social, qui est défectueux. Et on peut le démontrer par la même raison qui nous dévoile la nature. Contraignante, déjà au XVIIe siècle, euphorique au XVIIIe, la nature devient critique, et du coup, la raison devient pratique. Il faut que dans la vie humaine, tout se groupe dans un ensemble soumis à des lois, que la vie humaine ne soit plus un embryolo indéchiffrable, pardon, où le plus fort opprime le plus faible, ou le plus fort opprime le plus faible, où le hasard de la naissance décide du sort de l'homme,
où ce qui est permis dans une province est défendu dans une autre, où des milliers d'êtres humains dépendent d'un seul homme qui leur est semblable. Pour cela, la raison dispose de l'éducation, de la législation. On passe ainsi de la contemplation de la nature à l'action volontariste au nom de la nature. Chez Holbach, par exemple, un même schème unitaire intelligible constitue le système de la nature, et sur cette base, le système social et la morale universelle. Alors après avoir, je dirais, newtonisé, hein, excusez-moi l'expression, si je peux me permettre ce néologisme, mais après avoir newtonisé en psychologie, l'intérêt et la gravitation du système mental. Helvétius affirme que tous les hommes dont le corps est sain ont des facultés égales, toutes les différences viennent de leur éducation, par conséquent l'instruction peut tout, l'État doit choisir le contenu et les méthodes d'établir une règle invariable, dresser le plan d'une éducation conforme au bonheur public, l'éducation devient donc un problème politique, l'art de conformer les hommes et de les former et en tout pays, si étroitement lié à la forme du gouvernement, il n'était pas possible de faire, je dirais, aucun changement considérable dans l'éducation publique sans en faire dans la constitution même des États. Car effectivement, ce que Lénine a appelé de révolution institutionnelle. Alors, nous voici donc conduits aux utopies, je dirais, politiques. Alors en 1759, Morelli, un obscur répétiteur de Vitry-le-François, aujourd'hui très honoré, je dirais, dans, dans les milieux communistes, et avait été mis, je dirais, en avant en Union soviétique, pose le problème de trouver une situation dans laquelle il soit presque impossible que l'homme soit dépravé ou méchant, parce qu'il serait préparé et pour ainsi dire apprivoisé par le mécanisme d'une éducation conforme aux principes. Ces principes sont exposés dans une sorte de code abrégé intitulé Modèle de législation conforme aux intentions de la nature. C'est un communisme assez semblable à celui de la tradition utopique, mais cependant assez réaliste pour le chapitre des lois pénales qui prévoit avec précision les camps de concentration. Lénine en avait parlé, qu'il y avait une possibilité que dans l'aliénation, l'être humain puisse détruire son semblable en se détruisant lui-même. Alors d'Holbach ou d'Helvétius Morelli plus tard, ou de l'abbé Mably, ce ne sont pas eux qui donnent le ton, ils sont en marge, le vrai centre du siècle est ailleurs. Il y avait encore sous l'influence anglaise et aussi de par une tradition autochtone dont Montesquieu est le meilleur exemple, une méfiance pour le fanatisme, une infusion d'empirisme, un esprit de modération qui mettent Voltaire, Diderot et même Rousseau et Condorcet dans un autre camp que ces prétendus furieux. Ils sont les pères du libéralisme, plus que du jacobinisme, hein, soyons clairs là-dessus. La différence n'est pas principalement dans les opinions ni dans les idées, puisque la sous-pensée se nourrit de miettes tombées de la table des grands. La différence est dans le style intellectuel, dans la posture. Un Rousseau est certes peut-être ambigu, mais il a été réclamé euh, par certains révolutionnaires, mais il n'est pas de leur monde. Il dialogue avec Grotius, Hobbes et Platon. Il est de plein droit un philosophe au sens éternel du terme, même si certains ont essayé de le récupérer. Et la plupart des philosophes du parti philosophique méritaient aussi ce titre. Morelli, lui, est de plein pied avec Marat. Rappelez-vous un petit peu cette situation un peu ubuesque. À la fin du siècle, apparaît en effet un milieu d'intellectuels prolétaroïdes, donc son principe de cohésion est le partage d'une doctrine ou d'un stock d'idées, de notions et de mots détachés de la société. Ils ne sont pas non plus mondains, c'est à vrai dire, je dirais, qu'ils commencent à faire peur aux hommes du monde. Ils ne s'adressent pas plus à eux, hein, ils ne sont
je dirais, des militants, et leurs groupes se forment en partie. Ils se donnent pour but de refondre le corps social conformément à l'ordre naturel, de la certitude intérieure que cet ordre existe et qu'il est réalisable, jaillit de la passion révolutionnaire. Pour eux, d'emblée, la révolution prend un sens total, cosmique, une régénération universelle, et c'est à la lumière de ce concept de révolution qu'ils interprètent et orientent la série d'événements qui s'enclenche à partir de 1789. Donc c'est une des raisons pourquoi on considère que la Révolution française n'est que l'amorce de la Révolution de 17. Hein, on dit que la première révolution fut en 1789 et la seconde fut en 1917. Voilà, pour faire le lien. La Révolution française n'était pas fatale à chaque instant. Elle apparaît comme un accident, un dérapage inattendu. Mais le fait est que ces hasards et ces séquences contingentes ont pu être subsumés euh, dès le début, sous la totalité de la Révolution. Ce qu'on peut appeler, je dirais, déjà une révolte. Et d'autres disent non. Parce que c'est ce qui s'était passé quant à la question qui avait été posée au roi. Le roi dit, que se passe-t-il? Est-ce une révolte? Et son interlocuteur lui dit non, sire, c'est une révolution. Alors les Jacobins ont pris le pouvoir en 1792 et l'ont gardé environ, je dirais, 18 mois. Le paroxysme se situe dans l'année de 1794, ensuite par palier, la révolution reflue. Lénine, comme tout le mouvement révolutionnaire russe, avait la plus haute estime pour les Jacobins. Nous pouvons décider de considérer la Révolution française en nous plaçant au point de vue de la Révolution russe. Où sont les parallèles? Où sont les oppositions? Pour la première fois apparaît un embryon de ce que sera le parti. Les sociétés de pensée, clubs jacobins, sociétés populaires, s'organisent en réseau, communiquent entre elles, diffusent les informations, les mots d'ordre, les programmes. Bref, elles forment un appareil de pouvoir qui double les institutions légales et s'efforce de les contrôler, voire même de les épurer, en attendant de s'y substituer. La vraie politique se déroule à l'intérieur et c'est dans l'enceinte fermée des clubs que se conquiert ou se perd le pouvoir. Ici forge une technique politique nouvelle, déjà mise à l'essai dans les loges et dans les sociétés de pensée d'Ancien Régime et qui s'applique identiquement aux assemblées publiques et légales. Dégagement des majorités, art d'émotion, manipulation des minorités, noyautage, obstruction et épuration, etc. C'est là, dira-t-on, le pain quotidien de la vie démocratique. Oui, mais la différence est que ces manœuvres normales s'opèrent sous couvert d'un langage codé et qu'elles ont pour, je dirais, pour but moins d'une gestion politique que d'une instauration de l'utopie. En effet, la politique est surinvestie du fait qu'elle est tenue pour le lieu du salut universel et que par conséquent, soyons honnêtes, l'ensemble du corps social, y compris la vie privée, n'est-ce pas, doit entrer dans la sphère du pouvoir dans la mesure où la totalité des problèmes humains est réductible aux problèmes politiques. Alors, finalement, au fond, terminer ce premier cycle de français, des inspirations et des évolutions de la métaphysique, je dirais, de Lénine, car c'est sous cette influence, c'est sous ces données, ces penseurs, qu'il a mûrement réfléchi. Donc, je vais terminer effectivement sur les fameuses structures de ce qui peut amener à un moment des dérives. Et donc, à l'intérieur du parti, les individus subsistent dans une désocialisation, avocats, journalistes, entrepreneurs, clercs, notaires, abbés, peu importe, leur patrie, leur milieu et le club avec sa sociabilité particulière, là est le lieu de leur identité sociale. Ils se reconnaissent essentiellement au langage, dans un tissu, je dirais, linguistique. On distingue des fragments de doctrine du siècle, tombés à l'état de slogan, et qui servent de matériau à une rhétorique, un petit peu comme aujourd'hui. L'inflation linguistique, l'aplatissement du langage personnel en langage impersonnel et formulaire, sa codification, hein, je dirais politique, avec des mots-clés, fanatisme, modérantisme,
Fédéralisme, despotisme, etc. L'utilisation des ismes est bienvenue. L'utilisation de ce langage à des fins de pouvoir, voilà ce qui évoque déjà la logocratie moderne, avec ce qu'elle a malheureusement de déviante. Cela donne au débat de la Convention la même impression de décollement du réel et d'angoissante déraison. Ce langage a un effet de sidération. Peuple, liberté, patrie sont des mots à ce point chargés qu'ils paralysent l'opposition éventuelle, tant celle-ci qui honore sous les mêmes mots des autres réalités, craint d'être convaincu de despotisme ou soupçonné, je dirais, d'agir pour Pitt ou Cobourg. Le langage est légitimement et c'est lui qui autorise la terreur. Lénine louait la hardiesse, je dirais, volontaire de la révolution, et pourtant, je dirais, il est vrai qu'il y avait plus de, je dirais, de gens qui étaient présents en prison. Nous avons 9 thermidors qui étaient sans doute promis à l'extermination. On eut atteint alors des décimations d'ampleur, et effectivement, euh, au nom de l'ennemi du peuple, et c'est une attitude qui est assez, je dirais, même manichéenne, parent, je dirais, enfin, qui pourrait apparaître dans une sorte de type humain de l'idéologue sincère, désintéressé, n'aimant, je dirais, ni les femmes, ni l'argent, ni le vin, ni la bonne chair, sans amis, infatigable, je dirais homme de pensée et de théorie, constituant cet fameux adage que il vaut mieux mourir de bouffière que vivre à genoux, comme disait Ernesto Che Guevara, ou la vie ne sert à rien si ce n'est pas pour la brûler pour une grande cause. Et donc, effectivement, nous avons, dans ce cas d'espèce, l'évolution donc de Robespierre, préfigure irrésistiblement Lénine, bien entendu, mais Robespierre tomba et il est facile d'un point de vue bolchevique de comprendre pourquoi. Je dirais la partie manque de cohésion, il s'est divisé, il n'a jamais été hiérarchisé d'une façon monolithique, il n'a jamais été capable d'imposer à ses membres discipline et entraînement approprié, c'est que la doctrine dont il est le gardien n'est pas non plus cohérente. Je dirais vertu, peuple, liberté, ce sont des principes moraux. La doctrine révolutionnaire n'est pas unifiée, elle s'alimente à plusieurs thèmes, mal coordonnés, souvent contradictoires. L'égalité, par exemple, est rêvée à travers la propriété, qui protège les personnes et donne de l'autonomie par rapport au parti lui-même. L'utopie se donne pour une utopie, il n'est pas le produit d'une évolution naturelle, elle reste un idéal à accomplir, elle dépend donc de différents facteurs dont la vertu, non de la science. Le concept de la nature ne suffit pas à fournir une historiosophie. Euh, la nature, après tout, ben, finalement, au fond, reste l'objet de contemplation, elle vainque à Thermidor, sous le visage charmant de Madame Tallien, de Joséphine, de Madame Récamier. La France est sauvée par la galanterie des urnes, la chasteté des autres, par ces femmes, signes et agents de la décomposition de l'idéologie. Il y a effectivement un véritable décalage, et c'est ce que Lénine avait bien compris. C'est en quoi Robespierre, pour quelle raison il avait failli. Alors les Jacobins, pour reprendre les catégories du léninisme, étaient, on pourrait les qualifier comme étant des gens très à gauche, hein, ceux que leurs détracteurs pouvaient taxer de gauchistes. Ils croyaient au peuple, à la représentation et au contrôle populaire. Ils nourrissaient un certain anti-intellectualisme, je dirais, de masturbation intellectuelle, un peu comme l'intellectualisme à la Bernard-Henri Lévy. Ils n'étaient pas aptes à tenir solidement l'État, souhaitant une pause, ce qu'on peut appeler une NEP, hein. Ils n'ont pas été capables de la contrôler, qu'on appelle la société civile, après Thermidor, leur a échappé et les a finalement, au fond, s'est retourné contre eux, et les a écrasés. C'est après qu'ils aient perdu le pouvoir qu'on peut noter la tentative de réformer tout le savoir,
de refondre la grammaire, la psychologie, les sciences naturelles en une science unique, d'unifier le système d'enseignement, une pyramide coiffée par la deuxième classe de l'institut, et celle finalement au fond d'analyse de l'entendement humain. Cette condillassime généralisée était l'œuvre de Volney, Cabanis, d'Estut et de Tracy, qui s'appelaient des idéologues. Ils se cherchaient un sabre et trempèrent dans les complots et portèrent Bonaparte au pouvoir. Malheureusement, celui-ci était un héros plutarquien, nourri de Corneille. Il supprima la deuxième classe de l'Institut, rétablit le grec et le latin et signa le Concordat. C'est pourquoi, avant d'atteindre en Russie son stade pleinement développé, l'idéologie, après avoir parcouru en un siècle un cycle français, dut encore passer par un cycle allemand. Et c'est en cela que la prochaine chronique sera également sur le cycle allemand. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela va vous intéresser. Je vous dis à la prochaine chronique et merci.